Salut à tous, aujourd'hui nous allons nous aventurer dans le monde complexe de la prise en charge du conflit postéro-supérieur de l'épaule chez les athlètes overhead. Je suis Antoine Fréchot, kinésithérapeute, et je suis ravi de vous partager les dernières avancées en matière de traitement et de prévention de ce problème fréquent. Si vous êtes prêts à en savoir plus, restez avec moi jusqu'à la fin. Commençons par comprendre la définition de l'athlète overhead et pourquoi les mouvements au-dessus de la tête peuvent causer des problèmes. L'athlète overhead est caractérisé par l'utilisation de son bras au-dessus de la tête, donc arc de mouvement, pour réaliser un geste sportif lié à son sport. Les mouvements de lancer se réalisent donc de manière overhead et leur exécution répétée s'avère traumatisante pour l'épaule à cause de la réalisation du geste de manière rapide et à des amplitudes articulaires extrêmes, ce qui expose donc plus fréquemment les athlètes à de potentielles blessures. L'épidémiologie du conflit postéro-supérieur de l'épaule n'est pas connue à ce jour. Elle est souvent associée avec d'autres pathologies de l'épaule et à la difficulté de son diagnostic complique encore plus l'identification de son apparition. Le conflit postéro-supérieur de l'épaule a longuement fait débat quant aux possibles causes de son développement. Les concepts les plus récents tendent à démontrer que ce conflit est multifactoriel de nature, impliquant ainsi un rétrécissement de la capsule postérieure, une dyskinésie scapulaire et un remaniement physiologique de l'épaule. Avant d'entrer dans les détails du conflit postéro-supérieur, il est crucial de comprendre l'anatomie de l'épaule. L'articulation de l'épaule est composée de l'humérus qui vient s'articuler avec la scapula, donc l'omoplate, au niveau de la glène. La clavicule, quant à elle, s'articule avec l'acromion de la scapula pour former une articulation de type synovial. La coiffe est composée de 4 muscles, le subscapulaire, le petit rond, l'infraépineux et le supraépineux. Tous viennent s'insérer sur le tubercule majeur de l'humérus, à l'exception du subscapulaire qui lui vient s'insérer sur le tubercule mineur. La coiffe des rotateurs a pour fonction principale la rotation externe et la stabilisation de l'épaule, et ainsi la rotation interne pour le subscapulaire. Pour une prise en charge optimale, il est vital de comprendre le concept de chaîne cinétique. Cela décrit le mouvement coordonné qui transmet l'énergie depuis les membres inférieurs à travers le tronc jusqu'à l'épaule et enfin à la balle lorsqu'elle est libérée, par exemple pour un lancer de baseball. Les caractéristiques d'une chaîne cinétique efficace lors d'un mouvement de lancer sont la force des membres inférieurs, la rotation du buste, la stabilité lombo-pelvienne, le mouvement scapulaire et ainsi que la rotation de l'épaule. Les lanceurs ont une rotation externe majorée qui est le résultat d'une adaptation à leur pratique sportive. Cette rotation externe est augmentée par le biais d'adaptations physiologiques au niveau de l'épaule comme une rétroversion de la tête humérale et de la glène ainsi qu'une augmentation de la laxité de la capsule antérieure. Cependant, ces adaptations physiologiques entraînent également des variations anatomiques sur la partie postérieure de l'épaule. Il en résulte une contracture de la capsule postérieure ainsi que de la bande postérieure du ligament gléno-huméral inférieur. Toutes ces adaptations entraînent une instabilité. Cette instabilité fut dans un premier temps décrite comme un facteur prédictif d'un conflit postéro-supérieur symptomatique. Cliniquement, on observe couramment une perte de 15 degrés ou plus de la rotation interne de l'épaule dominante par rapport au bras non dominant. Le risque de blessure augmente une fois ce seuil atteint. Urquhart et ses collaborateurs ont apporté que les épaules avec un déficit de rotation interne supérieur à 25 degrés sont plus à risque de développer des lésions de type SLAP, donc l'atteinte du labrum antéro-supérieur et du chef-long du biceps brachial. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite. Il est à noter que les lanceurs ayant une laxité du ligament collatéral ulnaire du coude ont montré une déficit de rotation interne, donc du GIRD, majoré par rapport aux joueurs sans antécédent de blessure au coude. Lors du lancer, le coude est soumis, comme l'épaule, à des contraintes, notamment au moment de l'armement. Le coude est amené à effectuer un valgus en mettant une tension sur ce ligament collatéral ulnaire. Un déficit de stabilité du coude au moment de ce valgus dynamique peut être compensé par une rotation externe de l'épaule majorée, entraînant un déficit de rotation interne. La dyskinésie scapulaire est un élément essentiel à comprendre lors de la prise en charge du conflit postéro-supérieur. Les problèmes de positionnement et de mouvement de la scapula peuvent avoir un impact significatif. Tout d'abord, il est important de savoir que la dyskinésie scapulaire doit être étudiée au cas par cas, car elle peut être le résultat de l'adaptation à l'entraînement de l'athlète. Elle peut être pathologique comme non pathologique, comme en témoigne le grand nombre d'athlètes ayant une dyskinésie scapulaire et n'étant pas blessés. Une dyskinésie scapulaire est définie comme étant une position anormale de la scapula au repos ou une altération du mouvement de cette dernière. Cette dyskinésie peut engendrer
une raideur ainsi qu'un déséquilibre musculaire des muscles périscapulaires. On peut donc retrouver chez les athlètes un trouble du rythme scapulo-thoracique, une protraction et une rotation interne de la scapula. Quand la scapula est mal positionnée et instable, la coiffe va devoir compenser le travail de la scapula pour la stabilisation de l'articulation gléno-humérale. Cette surcharge de travail de la coiffe est transmise à la glène postéro-supérieure ainsi qu'à la surface articulaire de la coiffe, ce qui peut entraîner alors ce conflit postéro-supérieur. Passons au diagnostic du conflit postéro-supérieur. Cela repose sur une combinaison d'anamnèse, d'examens physiques et d'imagerie, découvrant les signes et symptômes à surveiller ainsi que les outils nécessaires pour parvenir à un diagnostic précis. Lors de l'anamnèse, le sportif va déclarer premièrement une sensation de raideur de l'épaule, une nécessité de s'échauffer longuement pour se sentir bien, une baisse de performance, une douleur sur la face postérieure de l'épaule lors de la phase d'armement du bras. Lors de l'examen physique, nous retrouverons généralement une ligne gléno-humérale postérieure sensible, une augmentation de la rotation externe et donc diminution de la rotation interne, une dyskinésie scapulaire, un test de recentrage Job Relocation Test positif et un signe de conflit postérieur positif. À l'imagerie, on peut observer une lésion de Bennett, une sclérose du grand tubercule, des kystes postérieurs de la tête humérale et un arrondissement du bord postérieur de la glène. Également une déchirure labrale postéro-supérieure, des déchirures de la face articulaire de la coiffe des rotateurs, d'épaisseur partielle notamment du tendon supraépineux et infraépineux. Lors du bilan de l'épaule du lanceur, on va retrouver généralement une douleur sur la face postérieure de l'épaule, une rotation interne déficitaire, une rotation externe majorée. Le but de l'examen de l'épaule va être de rechercher les différentes pathologies qui peuvent être associées au conflit postéro-supérieur de l'épaule. Le traitement de première intention du conflit postéro-supérieur sera le traitement conservateur. Il dépendra en partie des éléments recueillis lors de l'examen effectué avec le patient. Il reposera sur la récupération de la rotation interne perdue grâce notamment au slipper stretch. Chez les tennismen de haut niveau, le slipper stretch a déjà montré son efficacité quant aux affectations de l'épaule. Le traitement devra aussi prendre en compte la dyskinésie scapulaire pathologique et douloureuse, avec des exercices visant à stabiliser la scapula pour permettre un travail optimal de la coiffe des rotateurs et également de retrouver un rythme scapulo-huméral normal. Comme vu précédemment, le concept de chaîne cinétique doit être incorporé dans les exercices. En effet, le mouvement de lancer ne se limite pas seulement à l'épaule, mais implique également les chaînes cinétiques afin d'améliorer les performances du lancer. Les exercices devront donc prendre en compte ce concept et l'intégrer à la rééducation pour être le plus spécifique possible au mouvement réalisent les athlètes. Les exercices de renforcement des membres inférieurs, de gainage et de renforcement des obliques sont intéressants à intégrer dans la rééducation car ils sont des composants importants de la chaîne cinétique du lancer. La blessure peut être vue comme un échec par les athlètes et ces derniers veulent souvent revenir trop rapidement sur le terrain. Un outil simple comme SMART peut être utilisé pour fixer les objectifs de la rééducation. Cet outil peut aider à bien encadrer la rééducation et à définir en amont avec le patient les objectifs clairs et précis. SMART est un acronyme qui signifie S pour spécifique, M pour mesurable, A pour accepté et acceptable, R pour réaliste et T pour temporellement défini. Voilà chers amis, nous avons parcouru un aperçu complet de la prise en charge du conflit postéro-supérieur de l'épaule chez les athlètes overhead. Nous avons exploré les aspects anatomiques, les défis rencontrés par les athlètes, les facteurs de risque et les approches de traitement. N'oubliez pas que chaque cas est unique et une prise en charge adaptée est essentielle et que cette vidéo est également à but informatif et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel de santé. Si vous avez des questions ou des commentaires ou si vous voulez que je vous fasse un épisode pratique avec des exercices sur ce sujet, n'hésitez pas à les partager ci-dessous dans la section commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à NeuroXtrain pour plus de contenu passionnant. C'était Antoine Fréchaud, à la prochaine.